démocratique du Congo. Massacre de Kishiché, le bilan est revu à la hausse, près de 300 morts selon le gouvernement congolais qui donne ces chiffres. D'après le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, la recherche des minéraux stratégiques du pyrochlore par l'armée rwandaise, mais également des visées de l'occupation des mines de coltan dans l'est du pays sont les raisons de l'agression de la RDC par le Rwanda. Top Congo FM. Une motion de défiance initiée contre le ministre des Finances de la ville-province de Kinshasa, Jean-Goï Mvuzi, est accusé d'avoir refusé de répondre à une question orale lui adressée. Il devait s'expliquer sur la gestion et l'affectation des fonds publics reçus chaque mois du gouvernement central pour le financement des travaux d'assainissement de la ville. Top Congo FM. 12 jours après destitution du gouverneur de province dans le sud Kivu, Théo Ngwabidje continue à poser des actes comme numéro 1 de cette province. Pour le député rapporteur de l'Assemblée provinciale, Jacques Kamanda, le gouverneur destitué devait présenter sa démission 24 heures après destitution comme l'exige la loi électorale. Top Congo FM. Une dizaine d'écoles dans le territoire de Nirangongo au Nord Kivu sont occupées par des déplacés en provenance de Kibumba et Rutshuru. D'après le sous-prophète de Nirangongo, Jean Bébi Choukuru, c'est à partir de ce mardi que les salles de classe seront occupées par les élèves pour suivre les cours. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. Le bilan des personnes tuées par les M23 Rwanda à Kishiché, revu à la hausse, près de 300 morts selon le gouvernement congolais qui donne ces chiffres. C'est en fait la société civile du Nord Kivu qui a récolté les informations sur le massacre dans le Rutshuru. C'est ce qu'a dit le ministre Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, qui a présenté ce bilan lors d'un briefing de presse organisé avec le ministère de la Communication et Médias. Dans les rencontres internationales, il faut le dire, l'agression de la RDC par le Rwanda est évoquée. Il y a également le secrétaire d'État américain qui a discuté avec le président rwandais Paul Kagame. Anthony Blinken a exhorté le président rwandais à honorer les engagements pris à Luanda, notamment en mettant fin au soutien de son pays au M23. Et quels sont les réels enjeux de cette agression rwandaise? Le pouvoir à Kigali évoque tout le temps l'alibi de la menace des rebelles rwandais FDLR à sa sécurité intérieure. En RDC, l'ancien gouverneur du Nord Kivu soutient, lui, que les raisons de cette agression sont essentiellement économiques. Il révèle la recherche des minéraux stratégiques du pyrochlore par l'armée rwandaise, mais également des visées de l'occupation des mines de coltan dans le Massissi par la coalition RDF M23. Explication, Dieu merci, Lusakumunu. Il n'est pas du tout question d'une quelconque menace des FDLR à la sécurité intérieure du Rwanda. Cette force qui est minime à ce jour ne regroupe qu'au maximum 500 combattants selon l'ONU, explique d'emblée Julien Paluku. L'âge moyen de ces gens-là, c'est celui-là, 60, 70 ans, 80 ans. Et donc continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDLR pour attaquer les Rwandais, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser les vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut organiser pour aller attaquer les Rwandais. Mais derrière cette agression, Kagame voit d'abord les pillages des minéraux de la RDC. Cette fois-ci de manière particulière, il vise les pyrochlores et les coltans, révèle l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somi Kivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées et c'est recherché à travers le monde. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Pour démonter ce narratif fondé sur un mensonge systématique, Julien Paluku suggère que l'on fasse plus retentir la voix de la RDC dans les instances internationales. Le pyrochlore est un minerai très stratégique composé plus du niobium et de tantal. Selon les spécialistes, le tantal est un élément clé de la révolution numérique. Ses propriétés de type mécanique et thermique en sont un additif précieux dans la fabrication des super-alliages, d'instruments de coupe et des chirurgies dentaires par exemple. On parle de 70 à 80% de la production mondiale du tantal qui provient de la RDC, tandis que le niobium est surtout utilisé dans l'alliage d'acier inoxydable pour notamment les réacteurs nucléaires, les missiles et les soudures.
Dieu merci, Loussa Koumounu. Il faut dire que les manifestations contre le Rwanda, accusé d'agression, et les soutiens au FARDC se poursuivent dans le pays. Diverses déclarations sont enregistrées. Nous allons y revenir. Mais les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, utilisent les mines antipersonnelles et les engins explosifs qui tuent les civils dans l'est de la RDC. C'est ce que déplore le coordonnateur du programme national de lutte contre les mines antipersonnelles et les explosifs de guerre. C'était à l'ouverture lundi à Kinshasa de l'atelier national d'adoption d'un plan de travail de la stratégie nationale et de la norme nationale congolaise sur les engins explosifs improvisés. D'après Maître Soudi Alimassi, la validation de la norme va ouvrir la voie aux acteurs du secteur pour mieux orienter leurs opérations sur le terrain. Maître Soudi Alimassi. C'est quoi les engins explosifs improvisés? C'est toutes ces bombes, ces mines artisanales, ces pièges qui tuent aujourd'hui nos frères à l'est du pays. Et je dois ici profiter de votre micro pour informer à notre population congolaise que les ADF et aujourd'hui l'M23 soutenu par le Rwanda utilisent ces engins explosifs qui sont des mines artisanales et qui tuent nos frères dans les différentes villes de l'Est de notre pays. Et aussi, après la ratification par notre pays de la Convention en 2002, nous assistons cette année à l'utilisation une fois de plus des mines antipersonnelles par les M23 et ces mines qui sont données parmi tant d'autres éléments de l'armement du M23 par le Rwanda. Et donc, le Rwanda donne les mines au M23 pour qu'ils soient utilisés dans notre pays en vue d'amputer et de tuer nos populations. Le travail de cet atelier d'aujourd'hui, c'est pour mettre en place des mécanismes qui vont nous conduire dans les 10 prochaines années à éradiquer tout. Il faut savoir qu'il y a des millions de mètres carrés, donc des kilomètres carrés qui ont été déjà déminés dans notre pays. Et deuxièmement, nous avons une base de données qui non seulement identifie des personnes qui sont victimes directes et indirectes de ces questions, mais il y a aussi un grand nombre des victimes qui ont déjà été assistées par les soins de santé, l'appareillage, l'octroi des orthèses, des prothèses, pardon. Il y a un problème de financement des activités que nous faisons, que ce soit du côté de notre gouvernement, que ce soit du côté de partenaires. Nous avons besoin d'un appui financier conséquent. Maître Soudi Alimassi du programme national de lutte contre les mines antipersonnelles et les explosifs de guerre. Le deuil de 3 jours décrété par le gouvernement après le massacre de Kishiché s'est terminé. Cette barbarie ne restera pas impunie. Déclaration du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai, l'a dit lors du lancement hier du téléthon organisé en faveur des sinistrés de la guerre d'agression dans l'est du pays et du conflit ethnique dans le Grand Bandundu. Modeste Mutinga. Nos compatriotes ont été sauvagement massacrés à Kishiché, dans la province du Nord Kivu. Cette barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du M23 ne restera pas impunie. Le silence coupable et complice de la communauté internationale ne départira pas le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que tout le peuple congolais de leur devoir patriotique. Le deuil national décrété par le dernier Conseil des ministres touche à sa fin au nom de nombreux infortunés de Rutshuru et d'ailleurs dans la province du Nord Kivu, au nom des rescapés de Kwamutu, de Machambio, Bagata, Fatundu, Kenge, Mongata, Dumi et Mbakana dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango et de la ville de Kinshasa. Au nom des centaines de milliers de victimes et déplacés de la province de l'Ituri, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce studio Maman Ngebi de la RTNC. Je vous salue et vous remercie sincèrement vous tous, hommes et femmes, officiels si privés, qui êtes venus exprimer sans embâche votre amour pour le Congo. Soyez rassurés, vous allez leur apporter le sourire, vous allez leur redonner espoir. Le ministre Modeste Mutinga, insécurité dans les territoires de Bagata. Au moins 13 personnes ont été tuées lundi lors d'une attaque d'hommes armés au village Kingala Matele, à la frontière entre les provinces du Kwilu et Kwango. La population est en débandade. Face à cette situation, l'évêque du diocèse de Kenge, Jean-Pierre Kwambamba, se tourne vers le gouvernement qui doit prendre des mesures et stopper les violences dans la région. Correspondance Jonathan Messa.
D'après le chef des secteurs Wamba, les assaillants qui ont attaqué le village Kingalamate seraient venus du secteur de Bukangalonzo dans la province du Kwango. Seraient-ils en fuite ou ils y ont érigé une base? Aucune précision n'est donnée à cet effet. Martin Gabi affirme pourtant que les villages situés à la frontière entre le territoire de Bagata et les secteurs de Bukangalonzo se sont vidés de leurs habitants. Personne ne reste dans la zone troublée. Ils ont attaqué là-bas, bilan de 13 personnes, 13 morts. Ils ont tout pillé là-bas. Ah oui, mais depuis la zone troublée là, personne n'est là. Tout le monde a des bandades en fuite. Les gens sont allés, ils ont abandonné leur village, leur champs. Depuis septembre, plus de 50 personnes ont perdu la vie à Bagata et de nombreux déplacés restent sans assistance à Fatundu. Au gouvernement de prendre sa responsabilité, indique l'évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Nous invitons évidemment nos autorités à en prendre conscience et à trouver des solutions immédiates. On ne doit pas laisser pourrir cette situation. Nous avons toutes les conséquences. Il y a des pertes en vies humaines et un grand nombre de déplacés. La situation est bien grave dans notre diocèse de Kenge, spécialement dans le territoire de Bagata. L'heure est grave et c'est donc le moment où chacun doit prendre sa responsabilité. Au secteur Wamba, les trafics et les activités scolaires restent paralysés suite aux violences qui continuent dans cette partie de la province du Kwilu. Depuis Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Et les échauffourées hier à Lubumbashi entre les jeunes de l'UDPS et UNAFEC, le bilan fait état de 2 morts et 3 blessés. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a mis en garde tous les semeurs des troubles, des violences, des discours de haine. Les jeunes ont été appelés au calme et à savoir vivre ensemble. Appel salué par les jeunes de l'UDPS et l'UNAFEC. Correspondance patient Lukusa. Plusieurs responsables de la jeunesse de l'UDPS et de l'UNAFEC saluent les recommandations prises par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour mettre fin à la crise qui règne entre les deux formations politiques de l'Union sacrée. Selon Patrick Kapuibi, président de la jeunesse UDPS et Fédération de Lubumbashi, la police doit continuer à amener de l'ordre et à déployer ses éléments dans les coins chauds de la ville pour que la paix règne dans toute la ville. À propos des conflits qui existent entre les deux formations, Patrick Kapuibi précise que la sensibilisation doit continuer car les jeunes de l'UDPS ne sont pas en conflit avec ceux de l'UNAFEC. Ce que nous pouvons faire, c'est continuer à sensibiliser la jeunesse de notre parti politique pour qu'elle ne puisse pas céder à cette manipulation. Et nous savons que même la jeunesse de l'UNAFEC n'a jamais eu de problème avec la jeunesse de l'UDPS ou d'un quelconque autre parti politique. Ce que nous demandons, c'est aux autorités provinciales tout comme nationales de s'assumer. Par ailleurs, Zazou, président de la jeunesse UNAFEC, accuse quant à lui la police d'avoir occasionné les morts lors des échauffourées lundi à Lubumbashi. Il précise par ailleurs que Félix Tshisekedi est leur père que le fait Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza leur avait laissé et le message de paix a été envoyé à tous les jeunes de l'UNAFEC. Nous demandons aux jeunes de l'UDPS, aux jeunes de l'UNAFEC, nous sommes déjà calmes et la paix règne à Lubumbashi. Jeunes de l'UDPS, nous ne sommes pas vos ennemis. Soyons ensemble pour gagner le combat qui nous attend devant. Notre président Umbalungange nous a demandé de calmer toute la situation et nous ne pouvons pas compliquer la tâche au président Félix Tshisekedi. Il est à noter que Moussa Otoko Lusakweno, l'un des cadres du parti présidentiel dans le Haut-Katanga, a souhaité que les responsables des partis politiques puissent tirer les oreilles de leurs jeunes pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire. Chaque formation politique, que ce soit l'UDPS, que ce soit l'UNAFEC, doit essayer de tirer les oreilles de ces militants. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Il faut savoir que lundi dernier, les jeunes de l'UDPS avaient souhaité récupérer le travail de perception des frais auprès des chauffeurs dans les parkings du quartier Bongonga, non loin du camp Vangou à Lubumbashi. Un travail reconnu jusque-là aux jeunes de l'UNAFEC et ces jeunes se sont donc incompris avec, ils ne se sont pas entendus avec ceux de l'UDPS et cela a occasionné ainsi des affrontements et incompréhensions. Une motion de défiance initiée contre le ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa, Jean-Goï Mvouzi, est accusé d'avoir refusé de répondre à une question orale avec débat lui adressé.
Il devait s'expliquer sur la gestion et l'affectation des fonds publics reçus chaque mois du gouvernement central pour le financement des travaux d'assainissement de la capitale ville de Kinshasa. Le député auteur de cette initiative, Hugues Michel Moukebaï, rappelle que sa question orale avec débat avait pourtant été vérifié et déclaré recevable avant que le ministre soit saisi. Il renseigne que le ministre avait même sollicité et obtenu un report. Le député provincial Hugues Michel Moukebaï Kosso, joint au téléphone par Barik Bouima. J'avais initié avant tout une question orale avec débat adressée au ministre provincial des Finances et Économie, M. Jean Ngoyi Mbouzi, pour qu'il vienne expliquer à l'Assemblée et aux Kinois et aux Congolais comment sont utilisés les 2 650 000 $ que le gouvernement central débourse mensuellement pour la salubrité de la ville de Kinshasa. Plutôt que cet argent soit affecté aux fins pour lesquelles il est débloqué, non, donc confié à la RASKIN, à la régie d'assainissement de Kinshasa qui a l'expertise et l'expérience en la matière, non. Cet argent termine dans les mains des responsables des ONG qui ont été créés à l'improviste, qui font semblant de balayer Kinshasa. Il devait venir s'expliquer, mais plutôt que de venir, il a commencé par prétexter une maladie et solliciter un report, alors que la question lui avait été transmise à bonne et d'une forme par le bureau de l'Assemblée. Qu'espérez-vous obtenir à l'issue de votre initiative parlementaire? La déchéance du ministre provincial des Finances, ce n'est pas à son premier forfait, et j'ai recueilli les signatures de mes collègues. Le député par rapport au budget de l'année 2022. Détail Godlive Omondo. Ce projet de budget est structuré en 5 piliers, notamment la sécurité, les infrastructures, l'énergie et les sociales. Réagissant à ces projets budgétaires, les députés provinciaux ont suggéré l'augmentation du budget à plus de 300 milliards de francs congolais afin de satisfaire aux nombreuses attentes de la population. Zakari Baouma du groupe parlementaire Les Bâtisseurs. Le budget devrait aller jusqu'à même à 300 milliards parce que nous avons constaté que la CHOP n'est pas seulement fiscalisée. Donc, il y a beaucoup d'actes qu'il faut activer et vous verrez que les recettes vont augmenter parce qu'il faut construire des ouvrages, il faut jeter des ponts, il faut reconstruire les routes, faire le traitement de la DGRPT, il faut munir la DGRPT d'outils d'informatique qui va permettre à bien capitaliser les choses depuis la note de débit jusqu'au niveau des recettes des comptes. L'autorité provinciale s'en remet à la commission mixte Assemblée provinciale gouvernement pour la prise en compte des recommandations formulées par les députés provinciaux. Madeleine Nikomba. Nous pensons que le travail sera très sérieux dans la commission mixte afin d'intégrer les amendements que les honorables députés ont présentés aujourd'hui et corriger ce qu'il y a à corriger aussi afin que nous puissions prendre carrément l'arrêté. Pour les députés provinciaux, les investissements, les réfections et les réhabilitations qui n'ont que 25% du budget doivent être privilégiés au détriment des rémunérations fixées à 54,8% afin d'amorcer l'élan de développement de la province de la Chopo. Kisangani, Godlive Omondo, Top Congo FM. 12 jours après destitution du gouverneur de province, dans la province du Sud Kivu, Théo Ngouabidje continue à poser des actes comme numéro 1 de cette province. Et pour le député rapporteur de l'Assemblée provinciale, Jacques Kamanda, le gouverneur destitué devait présenter sa démission 24 heures après destitution, comme l'exige la loi électorale. Il accuse Kinshasa de soutenir cette irrégularité. On écoute le député provincial Jacques Kamanda. Tout ce que fait aujourd'hui M. Théo Ngouabidje, c'est de la violation. La loi est claire qu'une fois que l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, dans 24 heures, ce gouverneur doit déposer au nom de son gouvernement la démission auprès du président de la République. La loi électorale a son article 160 alinéa 3 et la constitution de notre pays a ses articles 147, 197. L'article 42 de la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces qui dépassait ces
délai, là on va considérer comme de la rébellion, de l'usurpation de pouvoir ou de fonctions publiques. Nous avons fait notre travail. Aujourd'hui, la province Sud Kivu n'a pas de gouverneur. Est-ce que la province Sud Kivu fait partie de la République? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouverneur qui soit déjà déçu, mais qui continue à poser des actes, nous avons la justice. Pourquoi il n'est pas directement passé à son arrestation? Pensez-vous qu'aujourd'hui, Théo Ngouabidje a le soutien des autorités au niveau de Kinshasa? Le soutien dont bénéficie M. Théo à Kinshasa ne profite même pas à la population, moins encore au président de la République. Ce n'est pas normal de trouver des autorités au niveau de Kinshasa qui s'immiscent dans les décisions. Nous allons mener des actions sérieuses pour que Kinshasa, pour vérité, sente que la population du Sud Kivu, elle est fatiguée avec M. Théo. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Jacques Kamanda, au téléphone de Myriam Bokechou. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est sur le chemin de planifier un véritable braquage électoral. Déclaration du regroupement politique Action alternative pour le bien-être AAB et le changement membre du FCC fidèle à Joseph Kabila. Cette déclaration intervient alors que la CENI a publié dernièrement le calendrier électoral et appelle différents acteurs à s'investir pour le succès du processus électoral. Boniface Balamagé et l'AAB jugent le calendrier électoral copié et mal collé, voire irréaliste. Détail avec Walter Couille. Le regroupement politique AAB réitère la condamnation de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. S'agissant des élections, il a dit que ce calendrier vraisemblablement copié et mal collé est aussi irréaliste et surtout matériellement intenable. Le déploiement du matériel, la campagne d'éducation civique et électorale, la collecte des données, l'audit du fichier électoral sont remis en cause par cette organisation politique du FCC. S'il est possible de déployer les kits électoraux des pays de fabrication vers les 3 hubs principaux en RDC et de ceux-ci vers les 16 hubs secondaires, le déploiement jusqu'au site de formation des agents électoraux, d'identification et d'enrôlement des électeurs est un véritable challenge compte tenu des délais trop courts et sciemment compressés ainsi que de l'état de délabrement très avancé des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. La répartition géographique de 22 271 centres d'inscription ainsi que la nouvelle cartographie de la CENI pilotée par Kadima avec 27 286 kits prépare la tricherie, signe Boniface Balamagé dans son communiqué. En effet, se demande-t-il comment expliquer que la province de l'espace Kasaï compte à elle seule 5 236 centres d'inscription sur 22 271, soit 24% de l'ensemble de 26 provinces de la RDC. Le regroupement AAB a fustigé le gonflement délibéré du potentiel des électeurs du Grand Kasaï, un espace qui se vide pourtant de sa population. Un chemin selon l'AAB pour baliser la tricherie. Et puis, on parle de la CPI, tout en saluant l'annonce faite lundi par le procureur de la Cour pénale internationale de visiter certains pays l'année prochaine, la RDC, à travers son président Félix Tshisekedi. Il charge donc à demander au procureur de la CPI de commencer sa visite par... par son pays, vu qu'il y a péril en demeure. C'est donc la ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, qui l'a dit. On l'écoute. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo est à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe. Oh yeah. Sur Radio Sadem 98.0 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Voilà, il s'agit donc de la ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, qui est à la CPI, Cour pénale internationale, et qui a été chargée par le président de la République de demander au procureur de la CPI de commencer sa visite par la RDC. On va écouter Rose Mutombo-Kiese. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au nom de la délégation de la République démocratique du Congo, mon pays, que j'ai l'insigne honneur de représenter en ma qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je me fais le devoir de saluer
chaleureusement tous les participants présents à cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome sur la Cour internationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de cette session, j'aimerais rappeler qu'ayant cru à la Cour pénale internationale comme porteuse des idéaux de justice et de paix, avec la noble vocation de mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression, la République démocratique du Congo, mon pays, n'avait pas hésité à ratifier par décret-loi numéro 0013 par 2002 du 30 mars 2002 les statuts de Rome sur cette juridiction pénale internationale. Voilà, extrait donc de la déclaration de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, c'est à La Haye, aux Pays-Bas. Calvaire des magistrats réhabilités par les ordonnances du mois de juillet 2022. Ils traversent des moments difficiles et ils parlent de leurs enfants qui n'ont même pas accès à la scolarité. Un mémo a été adressé au président du Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats sollicitent son implication pour que eux soient payés à la fin de ce mois de décembre. Écoutez le premier du procureur, le premier donc procureur de la République et président du syndicat des magistrats pour la justice, Idi Bin Idi Ouseni wa Katemo, au micro de Rémi Molingati. Les syndicats de magistrats pour la justice, SMJ en sigle, vous remercie, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, de tous les efforts déjà fournis pour la paye de ses membres réhabilités au mois de juillet 2022. Il vous prie par ailleurs de bien vouloir vous impliquer davantage à ce que ces magistrats soient payés en ce mois de décembre pour leur permettre d'envoyer enfin leurs enfants à l'école, quoiqu'en retard, et d'offrir à leurs familles le minimum pour les festivités de fin d'année. Voilà, c'était donc Idi Bin Idi Ouseni au micro de Rémi Moulingati. Économie à présent, comment faire pour sortir des millions de gens de la pauvreté? Le sujet retenu au cours d'une formation en gestion des finances et du jeu de cash flow organisé à Kinshasa samedi dernier par le cabinet d'audit INADOF et les établissements El Pigeot, entrepreneurs, agents et cadres des sociétés, étudiants et élèves qui ont pris part à cette formation ont été exhortés à épargner davantage pour créer les actifs générateurs des richesses comme seule clé pour prétendre devenir riche. À l'issue de cette formation, un brevet a été remis aux participants. Écoutez, Abeli Jafari, il est au micro de King Munga. Le jeu du cash flow permet aux millions de personnes de sortir de la pauvreté en comprenant le fonctionnement des CG et les trois règles fondamentales qui régissent le fonctionnement de l'argent. Ce que la population doit retenir, c'est que pour sortir de la pauvreté, vous êtes tenu de dégager les cash flow de ce que vous gagnez comme revenu chaque mois. Qu'est-ce que nous appelons cash flow? Les cash flow, c'est la partie de votre revenu que vous ne consommez pas et vous mettez de côté dans le seul but de pouvoir l'investir. Parce que si vous consommez tout ce que vous gagnez, vous vous condamnez vous-même à vivre dans la pauvreté, quelle que soit la personne humaine. Malgré cette misère dans laquelle les gens se trouvent, chacun de nous a un revenu mensuel qu'il gagne. La maman qui vend les maléois, c'est qu'elle a réussi à réunir un capital qui lui a permis de démarrer. Tout ce que vous gagnez comme revenu, dégagez, mettez de côté une épargne que nous appelons en termes techniques ici cash flow. Et puis la circulation est perturbée sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanzangungu, précisément à l'entrée de Kamba. Des jeunes appartenant à une association ont barricadé la route. Ils ont brûlé des pneus. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient d'humiliation de l'un des leaders, Nekongo Diomi Ndongala. Une vidéo, vous le savez, est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant le président de la démocratie chrétienne en altercation avec quelques éléments de la police dans une affaire de
concessions. Jules Makessé, ancien président du Conseil de la jeunesse qui livre l'information, indique que des négociations entre la police et les manifestants ont lieu pour dégager la voie. Des fortes perturbations dans la fourniture de l'électricité à Kinshasa. Dans plusieurs quartiers, le courant n'est fourni que pendant quelques heures la nuit au quartier Météo dans la commune de Ngaliema. Les habitants de ce quartier dénoncent la mauvaise qualité du service rendu par la Société nationale d'électricité. Ils n'ont pas de courant électrique depuis le 20 novembre, date qui marque le début de la Coupe du Monde. La SNEL, Société nationale d'électricité, ne communique pas sur la véritable raison de cette coupure, détaille Cyril Milandou. Dans la commune de Makala, Bruno Géribal se plaint de coupures d'électricité prolongées dans son quartier. C'est quand même difficile. Nous n'avons presque plus d'électricité la journée. Elle est rétablie vers 2 heures. Nous pouvons l'avoir jusqu'à 9 heures. Souvent, vers 5 heures que l'électricité est interrompue.